Merci d'être sur la télévision là-bas et poursuivre le journal de ce jour, jeudi 2 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette audience à la présidence de la République. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a reçu en audience ce jeudi 2 juin 2022 une délégation de l'enseignement supérieur et de la recherche conduite par le ministre Mamoudou Joubo PhD. Objectif à présenter au président Bazoum Mohamed le candidat élu au poste du directeur de programme 1 du CAMES, professeur Ali Douma, une première au Niger depuis la création du CAMES en 1968. Suivez plutôt. Il est le premier Nigérien à occuper un poste de responsabilité au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Professeur Ali Douma, actuel secrétaire général de l'université Abdou-Mouni de Niamey, a été élu au poste du directeur de programme 1 du CAMES en fin mai 2022 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, lors de la 33e édition de la session ordinaire du CAMES. Le CAMES, une institution créée le 23 janvier 1968 à Niamey. 54 ans après, le Niger est enfin représenté pour la première fois à l'instance décisionnelle. Le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a joué un rôle important dans cette élection, a reçu en audience le récipiendaire pour le féliciter et pour l'encourager. L'audience s'est déroulée en présence des membres du comité de campagne, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un autre acteur dans cette élection, et de ses collaborateurs. De janvier 1968 à ce jour, le Niger n'a jamais réussi à placer un cadre de l'exécutif du CAMES. Le professeur Douma a fait acte de candidature. J'ai porté la candidature auprès du chef de l'État qui nous a cru, qui a fait confiance et qui a donné les moyens nécessaires pour nous donner l'autorité morale de conduire, de nous battre pour cette candidature. Et par la grâce à Dieu, le professeur Ali Douma a été élu. C'est la deuxième personnalité du CAMES. Et nous avons également décroché l'organisation de la prochaine session du Conseil des ministres du CAMES en mai 2023 à Niamey. Et l'ensemble des membres du comité, et tous ces enseignants-chercheurs, ces professeurs qui ont cru à la candidature du professeur Douma, se sont donnés volontairement pour faire partie du comité de campagne et ont réussi à réaliser un travail formidable. Nous sommes venus présenter le professeur Ali Douma, féliciter le président de la République et le remercier pour le soutien inestimable dont nous avons été entourés. Il nous a vraiment aidés. Aujourd'hui, sur les 19 membres du CAMES, le Niger fait partie de l'un des rares. Nous sommes 7 pays seulement à être en règle. Et ça, c'est impressionnant. Le nouveau directeur de programme 1 du CAMES, très ému, saisit l'occasion pour exprimer toute sa reconnaissance à tous ceux qui se sont mobilisés pour créer les conditions de son élection, mais aussi pour dire merci à tous. Nous sommes venus pour au fait deux raisons. La première raison, c'est féliciter d'abord le président de la République, le féliciter pour avoir, disons, pour la consécration depuis 1968, date de la création du CAMES, des Nigériens. Je pense que c'est un honneur pour tout le pays. La deuxième raison, c'est pour le remercier pour tous les efforts qu'il a déployés, avec lui également le gouvernement, parce qu'on a beau avoir, les gens disent que c'est mon mérite, mais on a beau avoir du mérite, une équipe a beau être, comme on dit, compétitive, si le pays n'est pas en règle, l'équipe ne peut pas compétir. C'est un grand effort que le président de la République a fait et c'est un devoir pour moi, je suis un scientifique pur, de reconnaître cet effort et vraiment de le remercier. Je lui dis merci, merci et vraiment merci. C'est l'occasion également de remercier tous les membres du comité de campagne qui n'ont ménagé aucun effort. Ça a été vraiment une lutte, ça a été des stratégies qu'on a mises en place. Et les stratégies, c'est les idées de tout le monde. Chacun a pris des informations quelque part. Et c'est pratiquement tous ces efforts conjugués qui ont rendu possible cette victoire que nous fêtons aujourd'hui. Il faut remercier aussi le ministre, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, parce que c'est lui qui le premier a cru à moi. Quand on lui a présenté ma candidature, c'est lui qui a porté la candidature au président de la République.
Et c'est lui qui l'a mené pratiquement de bout en bout. Quand les arrêts ont été payés, j'ai dit là je suis tranquille. Parce que je sais qu'au moins j'ai un ministre qui est un battant. Et je suis sûr que sur le front, il va pratiquement remporter la victoire. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a été un vrai combat. Et ça, bon, tout le monde le reconnaît ça. En tout cas, merci aussi à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Vraiment merci. Professeur Ali Douma est désormais la cheville ouvrière du CAMES. Une lourde et exaltante mission, mais pas impossible pour lui au vu de son engagement, de sa conviction, de son dynamisme et de sa détermination. Depuis quelques jours, les consommateurs font face à un problème du gasoil. Ce produit manque à la pompe au niveau de plusieurs stations d'essence de la capitale. Et c'est dans ce contexte que le ministre en charge du pétrole a adressé une correspondance au directeur général de la société de raffinage de Zander Soraz, notamment portant sur la régulation notamment et de l'exploitation et de la commercialisation du pétrole nigérien, en lui lançant un ultimatum pour clarifier la situation du personnel nigérien que cette société emploie conformément aux dispositions du Code du travail nigérien. Précision avec Hamza Sakou et Abokar Soleil. Trop c'est trop. Le ministre du pétrole hausse le ton contre la société de raffinage de Zander, Soraz. Cette dernière, malgré le soutien de l'État, ne montre aucune volonté d'améliorer la situation des agents, notamment la question de la nigérisation. C'est ainsi qu'il a ordonné à cette société de respecter les dispositions du Code de travail du Niger, une décision saluée par le syndicat national des travailleurs du pétrole. Au regard du contenu, cette décision est à saluer parce qu'elle traduit l'essentiel de nos revendications, sinon de nos accords. Puisque sur beaucoup de points contenus dans la lettre, on a signé des accords qui malheureusement ne sont pas respectés. D'abord, par rapport au détachement dont il fait cas, la loi est très claire. Aujourd'hui, tous les postes où il existe des compétences locales doivent être occupés par des Nigériens. Et même les postes qui n'ont pas de compétences, où les compétences n'existent pas, la loi fait obligation aux entreprises de les former et de les remplacer progressivement par des Nigériens. Et c'est ça la nigérianisation des postes. Et c'est ce que nous avons toujours à demander. Aujourd'hui, il y a des expatriés qui sont à terme de leur visa de travail, mais qui continuent toujours à rester, ce qui est en violation de nos lois et règlements. Par rapport aux autres également, il y a beaucoup de travailleurs qui ne sont pas directement liés avec leur entreprise, par manque de contrat, par une gestion qui n'est pas du tout conforme à nos lois et règlements. Je parle notamment de la question des cabinets de placement et de mise à disposition, et certaines structures qui n'ont rien à voir avec ces cabinets. Je pense que c'est tout à fait normal, parce que depuis l'existence de ces entreprises, il n'y a pas une grille conforme, ni un statut du personnel. Aujourd'hui, nous déplorons l'absence totale d'une convention collective dans le secteur du pétrole qui doit comporter la grille salariale, le statut du personnel. De leur côté, les structures de la société civile œuvrant dans ce domaine apprécient aussi cette volonté du ministre. C'est normal qu'il puisse vraiment sortir cette lettre-là pour demander un certain nombre de clarifications. Et nous pensons que ces clarifications sont venues du fait qu'à un certain moment donné, ou bien même durant toute l'exploitation, les partenaires chinois se sont tout le temps comportés comme en terrain conquis. Ils ne sont pas très disposés à respecter scrupuleusement vraiment la réglementation et les lois et les règlements en matière. Donc vraiment que les ministres du pétrole veuillent savoir
exactement ces informations-là, nous pensons qu'il est dans ses prérogatives, nous pensons que c'est normal. Maintenant, nous, en tant que structure qui œuvrons dans le domaine, donc nous avons peut-être quelques inquiétudes. Maintenant, au cas où la SORAS ne s'exécute pas, qu'est-ce qu'il lui compte faire, qu'est-ce qu'il va faire? Ces organisations de la société civile et syndicats des travailleurs du pétrole encouragent le ministre à persévérer dans ce sens afin de veiller au respect strict du Code du travail du Niger. Sur cette pénurie donc, du gasoil à la pompe, vous suivrez à la fin de ce journal, donc en partie magazine, les explications de la Société nigérienne de produits pétroliers SONIDEP sur cette affaire. Rendez-vous donc à la fin de ce journal-là. Le palais du 29 juillet de Niamey abrite depuis ce matin un atelier de formation des membres de la coalition ASSO EPT et structures alliées sur l'éducation en situation d'urgence. Cette activité qui regroupe 40 participants va durer 48 heures. Précision Ismaël Moumouni et Saloudoumi. Des membres et structures alliées à la coalition ASSO EPT Niger, les femmes et les personnes handicapées sont en formation. Cette dernière permettra à ses participants d'amener leur contribution dans l'amélioration de la qualité de l'offre éducative au Niger, un pays confronté à une situation d'insécurité avec la présence de groupes armés non étatiques dans certaines régions. Les attaques et les menaces régulières contre les écoles, les enseignants et les apprenants dans les zones touchées ont provoqué la fermeture de plusieurs écoles. On totalise aujourd'hui environ 800 écoles fermées à travers le pays, dont 32 au secondaire, touchant environ 69 443 enfants, dont 33 546 filles. Cette situation met en danger l'avenir de ces enfants et leur accès aux services sociaux de base, l'éducation, la santé, la protection, etc. Nécessaires pour leur épanouissement et le développement du pays. En plus, elle expose ces enfants à des risques de violence et de traumatisme de diverses formes qui risqueraient d'impacter négativement leur avenir. Cette situation avait entraîné aussi des mouvements intenses de communautés vers des zones sécurisées, créant ainsi des surnombres. C'est dans le cadre de la phase 2 du projet Éducation en haute voie que ASSO EPT Niger organise cette session sur le Safe School, ou l'éducation en situation d'urgence, qui sera animée par une personne ressource expérimentée à la matière, auquel nous vous demandons beaucoup d'attention afin que nous puissions atteindre les objectifs assignés à cette formation, qui sont d'outiller les participants sur les alternatives éducatives et l'environnement approprié susceptible de minimiser les effets des crises sur l'accès et le maintien des enfants à l'école, de contribuer à garantir le droit à une éducation inclusive, équitable et de qualité, et améliorer la résilience personnelle des enfants dont les filles touchées par les crises. Enfin, de renforcer les acteurs sur le droit à l'éducation en situation d'urgence. Cette rencontre concerne 40 participants de différentes structures alliées de ASSO et durera 2 jours. Durant 48 heures, ces participants seront outillés sur l'éducation en situation d'urgence, dénommée Safe School. Donc, pourront identifier et comprendre les étapes de la préparation et de l'analyse des risques, mais également rendre les écoles et les acteurs de l'environnement scolaire plus résilients. Rendons-nous à présent dans le département de Torodi, notamment la commune urbaine de cette localité qui a reçu récemment un lot de refus des personnes déplacées du fait de la situation de sécurité dans la zone. Notre équipe s'est déplacée pour aller rencontrer ces déplacés, notamment pour voir les conditions de vie. Reportage Ismaël Moumouni, Nasser Seydou.
La situation sécuritaire délétère dans la région de Tillabéri a conduit de nombreuses familles à quitter leur foyer. Des hommes armés non étatiques mènent des attaques occasionnant de nombreux dégâts. Un chef du village et 4 autres de ses administrés sont fortement abattus par des terroristes venus à bord de motos le 13 mai dernier à Bolsi 1. Ce dernier est un village situé dans le département du Torodi. Un des témoins oculaires retrace l'histoire. ine se hey imi bankeki albore me dame bora me dame za ku doru huela ku kostugo gute hu kakahu isbega huwe fuye gudu bore ku konde gengen fonnolla non ni do bamme garabumbo etol fonenge hon me jirase ne me jirase nge du bore kange ka ceci bore kul kanga du din kula mi wipat bora kango ke bore bo ane wallahi bore ba me jira kango tol fene me jir fa se kango ke bore ba gumo anam suban bore la ine he fono kini na marjuno so mo ya kini ine guri hinzun min twaranka ine mati be ka guri hinzun min twaranka ne o ine to guri taki ko kange gal ko rala wallahi nge gawi nan kay konni jama bore man to baba sanda de men do garo wona do kan ni mamal fe sintu hey gokiwi. La cruauté des terroristes a contraint plusieurs villages à se vider de leur substance humaine dans le département de Torodi. La psychose due aux menaces de mort a amené ces villageois à se déplacer en grand nombre pour venir se réfugier dans le chef-lieu du département. C'est plus de 15 000 personnes qui sont affectées par cette situation insécuritaire dans le département de Torodi. Ce sont ainsi donc des milliers de personnes qui ont fui leur terre. Ils nous ont dit de quitter le village sans aucune raison. On ne sait pas pourquoi. Il était venu à Bolsi après la prière du Juma. Après la prière, ensuite, ils ont tué 5 personnes là-bas et ils nous ont dit de quitter d'ici le soir. Et on a quitté. Les bandits nous ont dit de quitter, sinon ils vont tous nous tuer comme les autres. On a fui pour sauver nos filles. En dehors des habits que nous portons, on n'a rien. Les bandits ont saccagé les boutiques, brûlé nos greniers et emporté nos bétails. Pour gérer cette situation de déplacés internes, l'État a développé des mécanismes selon le préfet du département. Le cabinet du Premier ministre, sur instruction personnelle du chef de l'État, a mis à la disposition de notre département 130 tonnes de vivres, donc composés de riz et du mil, et 2600 litres d'huile, donc qui sont répartis entre la commune de Torodi et la commune de Makalondi. Vous voyez, nous sommes là en train de réceptionner les vivres que le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, a bien voulu mettre à cette population pour essayer d'alléger un peu leur souffrance. Et c'est dans ce cadre, on est là donc pour la commune de Torodi en train de réceptionner 16,5 tonnes de mil, 16,5 tonnes de riz et 600 litres d'huile. La même opération de réception est en train de se passer présentement à Makalondi. Je viens de terminer avec le maire au téléphone. Il est en train de réceptionner la même quantité au niveau de Makalondi. Pour vous dire que l'État a pris toutes ses responsabilités et l'État du Niger est solidaire avec ses enfants que l'insécurité civile grandissante ces derniers jours a amené ici. Conscient de l'attachement des villageois à leur terre, l'autorité administrative rassure ses déplacés que l'État usera de tous les moyens pour les ramener dans leur village tout en leur assurant la sécurité. Les terroristes disposent de complices parmi les populations. Les personnes qu'ils tuent à bout portant pendant leur descente dans le village ne sont pas choisis au hasard. Ce que d'ailleurs confirme ce rescapé du drame de Bolsi 1 où un chef du village et 4 autres de ses administrés sont fortement abattus par des terroristes. Wallahi igibe zama ba bore kankani kwalize gwara o zame imbe ikondano zama bore ngo nakan go koira la kayinde da non tuferi
ya danga bin borsi dugne bore won isu bore be igme gelo be bore won kan e bi mo be bore kan man tu bore kay man mo ida igibe. Depuis le début de l'année 2021, une recrudescence de violences et ou attaques de grande ampleur contre les populations civiles ont été arrêtées dans la région de Tillabéri. Ces violences sont souvent accompagnées par des vols ou pillages des ressources et des bétails, aggravant ainsi la situation de vulnérabilité des populations en les dépouillant de leurs moyens de survie. Retour ici à Niamey, Ismaël Moumouni et direction maternité Isaka Gazobi de Niamey qui a reçu un don d'environ 50 millions de francs CFA. C'est un geste de la société de banque du Niger, Sonibank, pour assister notamment le bloc néonatal de ce centre de santé. Précision avec Ibrahim Boubacar et Sadou Doumi. 50 millions de francs CFA, telle est la somme qui a servi à la rénovation du service de néonatologie de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. L'œuvre est celle de la Sonibank, la société nigérienne de banque, qui entend à travers cet engagement valeureux au profit de la famille du nouveau-né, rendre meilleure leur prise en charge. Exprimant sa gratitude à cette occasion, le directeur général de la maternité a précisé l'importance de la rénovation du deux blocs néonatal. Le choix du service de néonatologie est motivé du fait que c'est un service clé, très important dans le système sanitaire en matière de santé et de la reproduction. Dans le monde, la cause principale des décès maternels est un désir d'enfant. Et nous enregistrons beaucoup de décès maternels périnatales et vitales, surtout dans nos régions. Les soins essentiels, la réanimation néonatale, l'élevage des enfants à travers la méthode Kangourou demeurent indispensables primordiaux après un accouchement assisté pour la survie du nouveau-né, notre avenir de l'humanité. Rendu possible grâce à l'engagement du réseau des femmes parlementaires, cette cérémonie a vu l'intervention de la présidente du dit réseau qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Je vous assure, c'est vraiment pour rendre en tout cas un témoignage vibrant à la Sonibank. Je n'ai jamais de ma vie vu une réaction aussi spontanée que celui du DG. Je vais profiter pour remercier une dame qui est vraiment investigatrice de cette... il s'agit de Madame Rabi Hassan, avec qui j'ai été pour voir le DG de la Sonibank. Et quand on a rencontré le DG de la Sonibank, entre nous recevoir et accepter, ça n'a pas dépassé 3 minutes. Et je vais demander aux autres banques d'emboîter le pas à la Sonibank. C'est dans une large perspective d'accompagnement et d'amélioration de la santé de la reproduction que la Sonibank a financé les travaux durant le représentant du directeur général de cette institution bancaire. Cette action marque une fois de plus notre engagement pour le développement durable de notre pays en général et en particulier de la santé publique par l'amélioration des conditions sanitaires de tout petits. Cet engagement vise l'accomplissement d'une promesse entrepreneuriale pour répondre aux espérances sociales du pays et renforcer notre politique de responsabilité sociale. En effet, la responsabilité sociétale et environnementale de notre institution se manifeste continuellement par des actions multiples de soutien à l'éducation, la santé, le sport, la culture et l'action sociale. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé publique saluant l'action n'a pas manqué de rendre un hommage à ces dames grâce à qui cette rénovation est intervenue. Je voudrais rendre un hommage à la femme et profiter de l'occasion pour vous remercier. En tout cas, vos appels seront toujours écoutés. Chaque fois qu'elle m'appelle, vraiment c'est pour me donner une bonne nouvelle. Et je demeure du reste convaincu que les efforts conjugués de l'État et de ses amis ou de ses partenaires, comme la Sonibank et les autres partenaires, vont contribuer de manière très significative à améliorer la santé de nos concitoyens. La suite de toutes ces interventions a constitué à la coupure du ruban, donnant ainsi lieu à une visite guidée. Il est aussi à rappeler que des cadeaux de reconnaissance et des témoignages de satisfaction ont été décernés à quelques-uns pour leur engagement aux côtés de la maternité.
Elle s'appelle Zainabou Abdoulaye, elle est une jeune femme plombier de Dosso. Elle a surmonté plusieurs difficultés depuis sa formation jusqu'à l'ouverture de son atelier de plomberie. Nos confrères du studio Kalangou étaient à sa rencontre. Cette jeune femme, c'est Zainab Abdoulaye, unique femme plombière de Dosso. Un métier dont la formation n'a pas été facile pour la jeune femme, surtout sur le plan financier. Quand TCFM a été des électeurs, elle s'est mise à la banque. Albofono banaise, ça là non cool. Elle a fait la banaise à Ifuru. A banaise deux ans qu'on a banaise. Lors de l'ouverture de son atelier, Zainabou s'est heurtée à plusieurs difficultés, dont l'acquittement des frais d'établissement de son atelier à la mairie. Ayun ko ang fond da su do secteur en produce facile en fait du 20 ans en 21 ya du na su do ko kala ay du kay na fo ay sa do do ko liam bisi mo sa ko kala en tolo ka to kala en tolo ka no wa kan tolo ka boda kadro kan e bisi ne kan ganan da borai bisa in bai kan tantin sa no ay sila loro kan gabe. Aujourd'hui, Zainabou Abdoulaye forme 7 personnes, dont 3 jeunes filles. Comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal qui est consacrée donc aux explications des responsables de la SONIDEP sur la pénurie du gasoil constatée ces derniers jours à Niamey. Très bonne réception. Vous savez, la crise internationale a occasionné une crise des produits pétroliers parce que les pays qui font le pétrole, qui vendent du pétrole, beaucoup ont cessé de vendre. Et ceux qui en vendent ont augmenté les prix. Et c'est une crise mondiale à tous les niveaux. Le Nigeria, qui est notre plus grand voisin sur une longue frontière, est un pays producteur de pétrole notamment. Et il exporte l'essentiel de son pétrole brut et importe les produits raffinés. Mais puisque les produits raffinés sont devenus rares et chers sur le marché international, et ça a impacté donc, la consommation au niveau du Nigeria. Ce qui fait que tous ceux qui sont dans la zone frontalière du Niger se sont rabattus sur nos produits intérieurs. Nos produits intérieurs, ce sont les produits qui sont destinés à la consommation des Nigériens, la consommation locale, et c'est ça que vous trouvez dans les stations-service. Mais avec cet événement-là, vous allez remarquer que toutes nos stations sont toujours vides. Ce n'est pas parce que la SONIDEP ne ravitaille pas ces stations. Et je vais vous faire un comparatif. Nous donnons plus aux stations et nous avons même réduit à l'export pour pallier à cet état de fait. Mais malheureusement, la ruée vers nos produits intérieurs a occasionné vraiment un enlèvement important dans les stations qu'on n'arrive pas à gérer. Aujourd'hui, il faut reconnaître que même si c'est toute la production de la SORAS que nous mettons à la disposition de nos stations, ça va connaître le même sort parce que le besoin est trop pressant, il est trop important et que les stations-service n'arrivent pas à ne pas vendre à ces gens-là et que la SONIDEP a fait beaucoup d'appels à l'endroit des autorités pour créer les conditions d'arrêter donc cette évasion-là. Mais très malheureusement, les conséquences, c'est ça que nous sommes en train de vivre. On voulait mettre la responsabilité sous les dos de la SONIDEP pour une raison ou pour une autre. Il y a des raisons que nous allons vous expliquer. Ici, j'ai des exemples à vous donner. Vous prenez par exemple en février, avant que cette ruée-là ne commence, et au niveau de notre programme,
de distribution. Je prends une semaine comme ça par hasard, et pratiquement toutes les semaines ont été comme ça. Nous avons, pour les domestiques, pour le super, si on prend une date comme ça, le lundi 28, donc nous avons mis à la disposition des stations-service 16 camions de super. Nous avons mis à la disposition de ces mêmes stations, donc à la consommation intérieure, je voulais dire, la consommation domestique, 30 camions. Nous avons mis pour l'export, parce que pour l'export, il faut reconnaître que depuis que l'État a pris la disposition ou la décision de donner 50% à la SORAS et 50% à la SONIDEP, donc c'est des parts égales que nous utilisons à chaque fois qu'il y a de l'export. Si nous avons 4 citernes, c'est 2 que la SONIDEP et la SORAS se partagent. Le jour, là, l'exemple que je suis en train de prendre, nous avons donné du super 5 camions et la SORAS a donné 5 camions, ça fait 10 camions. Pour gasoil, nous avons donné 12. Mais pourtant, en ce moment-là, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de crise. Pourtant, on a donné plus à l'export qu'aujourd'hui. À l'export, on donne 4 camions pour la SORAS et 4 camions pour la SONIDEP. Donc, c'est 8 camions qui sortent à l'export. Et à l'interne, c'est-à-dire pour la consommation domestique, pour la même période, aujourd'hui, on donne 20 pour le super et 38 pour le gasoil. Et pour l'extérieur, on donne 4-4, mais vous voyez, il y a de la rareté. Au moment où nous donnons peu pour le domestique, parce que c'est la consommation, spécialement des Nigériens, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, on a réduit l'exportation, malgré que ces gens-là, ils ont mis de l'argent dans notre compte et que nous sommes obligés de tenir à leur engagement pour satisfaire le besoin des Nigériens. Nous avons augmenté. Quand on sait déjà que les besoins des Nigériens, en réalité, n'avaient pas augmenté, c'est les besoins des pays étrangers qui ont augmenté et qui viennent. Ce n'est pas que le Nigeria, il y a le Bénin aussi, mais eux, ils ont une autre forme de prendre le produit, c'est à travers le gros camion. Parce que vous savez, avec les pipelines qui est là, ils sont nombreux, les gros porteurs qui rentrent au Niger pour qui amener des tuyauteries, qui amener des marchandises, qui amener, en tout cas, toutes ces citernes, et ce gros porteur, ils s'arrangent pour se ravitailler au niveau de Gaïa. Vous allez constater une longue queue au niveau de stations qui sont dans les zones de Gaïa. Et quand ils viennent pour sortir, ils s'arrangent toujours à faire le plein encore avant de rentrer dans le territoire béninois. Donc ça créait aussi un besoin important, une fuite de produits destinés à la consommation intérieure. Du coup, vous allez remarquer que les gérants des stations ou les propriétaires des stations qui ont l'habitude de prendre 5 camions par semaine chez nous, ils peuvent prendre jusqu'à 30 camions et ce n'est pas les Nigériens qui consomment, c'est cet état de fait-là qui a amené ça. Mais l'on voulait amener la responsabilité au niveau de la SONIDEP pour une raison ou pour une autre. Voilà les raisons. En février passé, où il n'y avait pas la crise n'avait pas fait son effet, parce qu'au Nigeria, il faut reconnaître aussi qu'il y a un autre problème qui a amené cette ruée vers le Niger. Ils ont importé 100 millions de litres, de tout produit confondu, et qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un surplus du méthanol qui est un produit trop toxique, qui est exagéré, qui ne répond pas à leurs spécifications. Et l'État du Nigeria, pour protéger les populations, a demandé de le retirer sur le marché. Ça a créé une grande rareté et ça a augmenté la ruée vers le Niger. Et surtout au niveau du gasoil. Voilà un peu la situation pour ceux qui pensent que c'est à cause de l'export qu'il y a cette rareté. Ça n'a rien à voir avec l'export. Et à partir de 3 même passés, déjà le directeur général de la SONIDEP a instruit pour ne prendre aucun copec des clients et de s'en tenir à se désengager par rapport à ceux qui ont déjà de l'argent avec nous. C'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous avons eu des instructions du ministre du pétrole pour carrément arrêter l'export, même les 4 citernes qu'on envoie, d'arrêter ça. Quand même qu'on sait que ce n'est pas ça le problème, parce que je vous ai dit que si toute la production de la SORAS va être mise à la disposition des stations, cet état de fait-là, si l'État n'a pas pris de disposition, la rareté va continuer parce qu'ils peuvent consommer et avaler tout ce que nous avons dans les stations. L'appel que la SONIDEP fait à l'endroit des autorités pour régler les problèmes-là et éviter une pénurie qui a des conséquences terribles, c'est de trouver les solutions
pour que le carburant destiné à la consommation locale puisse être utilisé par les Nigériens. Parce que nous avons des situations un peu inédites qui n'ont même pas commencé, qui vont commencer très bientôt, comme celle de la Nigélec et de l'Istemar. Istemar, c'est la société de la centrale de Goudel. Et la Nigélec, à travers leurs moteurs qui sont un peu partout, ils consomment du fioul lourd. La crise mondiale a fait que le fioul lourd est devenu très cher. Puisque leurs moteurs peuvent tourner avec du gasoil, ils se sont rabattus maintenant sur le gasoil. Donc sur les 46 citernes par jour que nous prenons de gasoil, que nous prenons auprès de la Soraz, qui ne sont pas en train de suffire les populations du fait de la situation que je viens d'expliquer, 10 vont encore sortir de notre lot de distribution pour être orientés vers ces deux sociétés d'électricité pour ne pas encore connaître de coupures. La SONIDEP est obligée de les ravitailler. Donc nous allons avoir 36 citernes sans export qu'on va distribuer au niveau de la population nigérienne. Et vous voyez bien, de 46, on est en situation de rareté. On est venu à 36 pour satisfaire ces deux sociétés-là. Voilà un peu la situation telle qu'elle se présente. Elle n'a rien à voir avec le sport. C'est juste un besoin accru qui est présenté et qui n'est pas des Nigériens, parce que ce n'est pas une situation où les Nigériens ont créé des usines ou des trucs supplémentaires où ils ont besoin de carburant. Non, c'est des gens qui viennent et tout le monde les voit dans ces zones-là à travers des véhicules, à travers des bidons. Ils viennent en nombre, ils prennent et ils amènent au Nigeria. Parce qu'à la pompe, nous avons les prix à la pompe, c'est 538. Au Nigeria voisin, c'est 590 et ça fluctue selon les jours. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, quand on a vérifié, c'est 790, un peu moins de 800. Vous voyez, le gap est énorme. Et les jeunes Nigériens qui sont dans ces zones-là, ils ont saisi ça comme étant une opportunité et ils le prennent pour aller, donc moyennant ces petits bénéfices-là, pour le ramener là-bas. Et les stations sont donc rapidement vite vidées et qu'il faut encore exprimer les besoins au niveau de la SONIDEP. Et la SONIDEP n'arrive pas, donc du fait de la rareté des produits, parce que la production, elle est telle, elle est limitée. Et ce n'est pas encore fini, parce que la grande maintenance de la Soraz va commencer à partir du mois d'octobre et de novembre. Et même les camions que nous allons arrêter d'envoyer à l'extérieur, nous n'allons pas les mettre à la disposition des stations actuellement. Nous allons les stocker pour pallier maintenant à la période, pour couvrir la période de maintenance. Parce que quand la Soraz est en maintenance, il n'y a pas de produits. Et aujourd'hui, avant, quand la Soraz est en maintenance, nous exportons les produits de l'extérieur. Aujourd'hui, les produits de l'extérieur est extrêmement cher. Si nous allons l'exporter pour vendre aux populations, ça veut dire que c'est le prix à la pompe qui va bouger. Et la politique de l'État, c'est de conserver les prix à la pompe tels qu'ils se présentent. Il se trouve que le président de transporteur, le député Khalid, a pris la parole pour dire au DG que nous avons constaté que vous voulez nous déclarer la guerre. Et puisque vous voulez nous déclarer la guerre, nous allons créer les conditions pour vous chasser de la SONIDEP. C'était devant tous ceux qui étaient dans la salle. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Aujourd'hui, la SONIDEP n'a même pas engagé la question des frais de transport quand cette question de rupture ou de rareté des gasoils est arrivée. Le monsieur s'est précipité sur l'occasion pour aller dire que tous les problèmes, c'est le directeur général de la SONIDEP et qu'il faut qu'on les change parce qu'il est incapable de gérer. Voilà la situation. Il a déjà prévenu qu'il allait faire ça. Or, ce monsieur, c'est un député national. Pourtant, il a des citernes, il fait des activités commerciales avec la SONIDEP. Quand on sait, je vais vous lire l'article 52 de la Constitution, durant son mandat, le président de la République ne peut ni par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartient au domaine de l'État et de ses démembrements. Il ne peut prendre ni par lui-même, ni par autrui, prétendre donc au marché public et privé de l'État et de ses démembrements. Les dispositions du présent article s'arrêtent au présent, s'appliquent donc, s'étendent au niveau du président des institutions de la République, au niveau du Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux députés nationaux. Donc le député national ne peut ni par lui-même, ni par autrui acheter ou prendre en bail tout ce qui appartient au domaine de l'État ou de ses démembrements. Il ne peut prendre ni par lui-même ni par autrui au marché et prétendre au marché public et privé de l'État et de ses démembrements.
Donc, vu cette situation, nous sommes obligés de prendre des dispositions contre tous ceux qui sont dans cet état de fait. Et pourquoi cette menace? Parce que le même individu a l'habitude de menacer l'ensemble, en tout cas tous les directeurs généraux qui ont passé ici. C'est la même menace, c'est la même recette, c'est la même application qu'il fait, que nous allons créer les conditions, parce que c'est un homme politique, pour créer les conditions de vous chasser. Il y en a qui ont cédé à cette menace et qu'ils lui ont donné des gros marchés, ils lui ont donné des marchés, ils l'ont privilégié par rapport aux bons. Aujourd'hui, le DG, quand il est venu, ils ne vendent plus de bons, c'est gratuit. Et la ligne, on donne l'autorisation, tu payes seulement, il n'y a plus de bons. Avant, il y avait des bons qu'on donnait. Lui, il a arrêté ça. Et même ça, c'est un problème pour lui, parce que ces individus, ils s'accaparent de ces bons-là et puis ils les vendent après. C'est eux qui sont les points focaux de cette question de bons qui est une grande manne que les gens se distribuent et tout ça. Le DG a arrêté ça, ça a devenu un problème. Il est venu, il veut réduire le prix de transport, c'est un problème. Il veut arrêter tout ce qui est illégal, c'est un problème.